Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écoute, de comment l'écoute peut contribuer à aider un enfant à gérer ses émotions, mais aussi et surtout de comment il faut parfois savoir arrêter d'écouter pour vraiment aider un enfant à gérer ses émotions. Ça vous surprend probablement, tant mieux, j'aime bien ça. Et ça va me permettre de vous expliquer un peu mieux le comment du pourquoi je vous dis que l'écoute, parfois, il faut savoir arrêter pour aider un enfant à gérer ses émotions. Avant d'aller plus loin, je vais quand même me présenter. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Donzel, je suis psychopraticienne, conférencière et autrice du blog Est-ce comme c'est et de la chaîne YouTube Sandrine Donzel, sur laquelle vous regardez probablement cette vidéo. Ce sont des endroits, la chaîne et le blog, dans lesquels je propose plein de ressources autour de la parentalité, des émotions, pour voir un petit peu les choses par l'autre bout de la lorgnette, plutôt que de partir dans les voies toutes tracées. Ceci étant dit, Zou, c'est parti. Je vous explique un peu mieux comment et pourquoi il faut parfois savoir arrêter d'écouter pour aider un enfant à gérer ses émotions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle que vous trouverez en description de la vidéo un lien qui vous donne la retranscription écrite de cette vidéo et tous les liens pour retrouver les ressources, articles, livres, etc. dont je vais parler dans cette vidéo. Commençons par faire le point sur les émotions. Alors, les émotions, ça nous pousse à agir. C'est même leur rôle principal. Et ça nous amène aussi parfois à exploser et à avoir des comportements qu'on ne souhaitait pas avoir. Et de là à penser que les émotions fonctionnent comme une espèce de cocotte minute, il n'y a qu'un pas facilement franchi. Et donc ce pas conduit à une idée qui est assez communément admise, c'est qu'elles doivent, ces émotions, absolument s'exprimer, un peu comme la vapeur qui sort par la cocotte minute, sinon ça s'accumule, ça brûle au fond, ça conduit à l'explosion. Et l'idée qui va avec ça, c'est que pour aller bien, pour se sentir bien, pour éviter des problèmes maintenant et plus tard, il faut régulièrement purger son réservoir d'émotions, il ne faut pas garder ses émotions. Ça veut dire qu'une bonne gestion, une bonne régulation de ses émotions, ça passerait par reconnaître ses sentiments, les nommer, les accueillir pour éviter tous les problèmes ultérieurs liés aux émotions. C'est un peu ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle en tout cas la vidange émotionnelle. Vous savez, hop, on ouvre le bouchon, ça coule un peu, on referme. Il y a des corollaires qui viennent avec cette idée de vidange des émotions. Si on fait obstacle à l'émotion, d'une manière ou d'une autre, alors la vapeur émotionnelle ne s'échappe plus et plein de problèmes s'en suivront. D'où l'idée, en tant que parent, qu'on doit accueillir, qu'on doit être vigilant, etc. Si on masque ses émotions, là aussi, on s'exposerait aux effets dévastateurs de l'accumulation. Donc, vraiment, en tant que parent, responsable d'un enfant à qui on doit apprendre toutes ces stratégies de régulation des émotions, ça suppose qu'on doit vraiment faciliter l'expression émotionnelle de nos enfants, leur apprendre à avoir conscience de leurs émotions, leur apprendre à les exprimer, qu'on doit être là pour les accueillir, ne surtout pas faire obstacle, ne surtout pas barrer, diminuer, minimiser. Et ça fait beaucoup de boulot. Je vais y revenir. Et en fait, le problème, c'est que cette idée d'accumulation, d'explosion, elle correspond tellement bien à notre observation individuelle qu'on l'admet très facilement. D'ailleurs, elle a été très fortement reprise dans l'éducation positive, bienveillante, appelez ça comme vous voulez, où elle est un peu admise comme une vérité établie. Et c'est ça aussi qui contribue à créer beaucoup de culpabilité et d'anxiété chez les parents, parce que c'est quand même super difficile d'être à la hauteur quand il faut vraiment accueillir toutes les émotions tout le temps. Sinon, oulala, on va avoir des problèmes. C'est extrêmement angoissant, extrêmement culpabilisant. Alors, soit dit en passant, moi-même, j'utilise des images souvent dans mes accompagnements, dans mes conférences, qui relèvent un petit peu de cette théorie, avec mes outils, par exemple, du ballon émotionnel, dont j'ai déjà parlé plein de fois, de la carte de fidélité, dont je parle plein de fois. Il faut bien comprendre que ces images sont des approximations et qu'elles peuvent aider à certains moments, dans certaines circonstances, mais pas toujours. Je vais y revenir. Malheureusement, pour
tout le monde, ou heureusement, je ne sais pas, cette idée de réservoir et qu'il faudrait absolument vidanger, écouter, accueillir pour bien gérer ses émotions, c'est une croyance naïve et une approximation tout à fait grossière. Elle s'avère vraie dans certaines situations, avec certaines émotions, mais pas toujours, notamment quand l'intensité émotionnelle est plus élevée. Si on regarde un petit peu les données obtenues par observation scientifique, et c'est intéressant, y compris dans le domaine de la psychologie, on observe deux choses. La récupération émotionnelle suite à un événement émotionnel semble indépendante du partage ou non des dites émotions à d'autres personnes. Ce n'est pas parce qu'on parle de ces émotions qu'on va mieux après. Deuxième chose, la perpétuation du partage social des émotions, des événements émotionnels en tout cas, elle est associée à une moins bonne récupération émotionnelle. C'est-à-dire continuer à parler d'une situation émotionnelle n'est pas forcément une bonne manière d'aller mieux. Autrement dit et résumé simplement, verbaliser ses émotions n'est pas associé à une meilleure récupération émotionnelle. Bon, là-dessus, je vous invite absolument à lire le livre « Le partage social des émotions » de Bernard Rimet. Vous trouverez des liens pour vous le procurer, là aussi, dans la description de la vidéo, enfin, en tout cas, dans l'article que je mets en description de la vidéo. Ce bouquin, il est super intéressant, il est un petit peu technique, c'est une recension des études scientifiques sur le partage social des émotions et tout un travail de recherche sur le sujet, mais si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à le lire. Bon, ceci étant dit, cette petite publicité pour ce livre fabuleux étant faite, revenons à notre sujet des émotions. Cette observation que parler de ses émotions, les verbaliser, les accueillir, etc., n'aide pas forcément. C'est une observation que je peux faire moi aussi dans mon expérience d'accompagnement de parents et d'enfants. Quasiment chaque jour, je le vois. Et pour être honnête, je passe beaucoup plus de temps à aider les parents à écouter moins plutôt qu'à les aider à écouter plus. Mais du coup, alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas écouter les émotions de ses enfants? Évidemment, je n'ai pas dit ça. Je vous ai déjà longuement parlé sur ce blog et sur la chaîne de l'écoute empathique et de ses vertus. Alors, allons-y un peu à ce sujet quand même, je vais en reparler. Là aussi, il y a des liens vers des articles que j'avais déjà écrits. Écouter les émotions d'une autre personne, ça crée, ça renforce les liens affectifs entre les deux personnes, celle qui parle, celle qui écoute. Plus une personne se livre à des confidences intimes, plus la personne qui l'a écoutée va ensuite exprimer de l'affection pour elle. Donc, en termes d'attachement et de lien, de construction d'une relation de qualité, écouter les émotions, les ressentis de ses enfants, c'est une très bonne chose. Ça renforce la qualité de votre relation. Du point de vue de la personne écoutée, de l'enfant, se sentir écouté, se sentir compris, se sentir soutenu, ça crée aussi un effet soulageant. Une émotion, ça génère de l'anxiété, de la confusion, et le fait de savoir qu'on est accompagné, entendu, c'est super important. Donc, pour les émotions de faible, moyenne intensité, cette écoute empathique peut être tout à fait suffisante pour aider votre interlocuteur. Chez les psys, on parle d'attitude, d'approche rogerienne de Carl Rogers, qui est à la base de toute relation d'aide. C'est-à-dire qu'on commence une relation d'aide avec cette écoute empathique. Ça suffit dans un certain nombre de cas, quand il n'y a pas de grosses problématiques, de choses très coincées. Et ça rejoint ce que je dis là. Donc, c'est la même chose entre parents et enfants. Donc, pour plus d'informations sur l'écoute, je vous invite à vous reporter à ma série d'articles sur le sujet. Les liens, là aussi, sont sur le blog. Vous n'avez plus qu'à cliquer dans le lien en description de la vidéo. J'y parlais de comment on pratique l'écoute, les clés pour une bonne technique d'écoute active et les limites de l'écoute. Vous y retrouverez des choses que j'aborde dans cette vidéo. Alors, verbaliser les émotions de l'enfant, accueillir les émotions de l'enfant, ça a aussi des vertus pédagogiques. Ça lui apprend à mieux comprendre ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il vit, un peu de métacognition, j'en parle de temps en temps, et ces outils peuvent lui être très utiles face à des difficultés psychologiques futures. Mais oui, l'intelligence émotionnelle repose sur la conscience et la maîtrise de ses émotions. Écouter et verbaliser les émotions de son enfant, ça l'aide à améliorer sa
conscience de ses émotions. J'y reviens un peu plus tard. Mais maîtriser ses émotions, c'est un petit peu plus compliqué que juste avoir conscience. Donc, en résumé, écouter les émotions de votre enfant, ça renforce la qualité de votre relation. Ça peut aider votre enfant au quotidien dans beaucoup de difficultés qu'il peut rencontrer par un effet de soutien, support que vous lui apportez. Ça peut aussi, du coup, le rassurer sur ses capacités à résoudre ses propres difficultés par lui-même. Donc, ça favorise aussi un peu sa confiance en lui. Ça favorise chez lui une meilleure identification de ce qui se passe dans son cerveau, ce qui est utile quand on rencontre de vraies difficultés. Mais il y a un mais, vous l'aurez compris depuis le début, je dis qui trop écoute, mal aide. Écoutez à tout prix, tout le temps, et pensez que toutes les difficultés émotionnelles se surmontent uniquement par l'écoute, c'est une illusion. Ça ne marche pas comme ça. Même en accompagnement psychologique, coaching, on pratique, ou je pratique en tout cas, ce que j'appelle une écoute stratégique. J'écoute, je valide, c'est la base de la relation d'aide, je l'ai déjà dit, mais si je veux, ou si la personne que j'ai en face de moi veut que les choses changent, il doit se passer autre chose. Un changement dans la manière de penser, faire des choses différentes qui vont nous faire dire « Ah bah oui, mais du coup, c'était pas ce que je croyais ». Sinon, on peut passer des années à écouter et à se faire écouter sans aucun résultat concret. Parler de ce qu'on ressent ne suffit pas à aller mieux, à surmonter une difficulté émotionnelle. Ça me fait penser à Katia, une jeune femme venue me voir il y a quelques années. Donc, je précise, évidemment, je change toujours les prénoms. Hein. Elle ressentait des symptômes qu'on peut juger proches de la dépression. Elle se sentait triste, déçue en permanence, voilà, sans envie. Et elle parlait souvent de cet état et de ses difficultés, ses déceptions, de sa tristesse. Elle en parlait à sa maman, elle en parlait à ses sœurs, elle en parlait à ses amis. Et elle recevait de leur part une écoute relativement attentive, du soutien, pas trop de conseils inappropriés, non sollicités, pas de « ah ben allez, bouge-toi », etc. Finalement, du point de vue du mythe de la vidange émotionnelle, l'entourage idéal qui accueille, qui ne juge pas. Mais pendant le rendez-vous, Katia me raconte un peu tout ça, puis je lui dis « mais parler de vos émotions à votre entourage, ça vous aide ?» Alors, elle a été un peu surprise que je lui pose cette question parce qu'elle était à fond dans l'idée que quand on ne va pas bien, en parler, ça fait du bien. Donc, elle m'a regardée un peu comme ça, elle a réfléchi quelques secondes, puis elle m'a dit bah, « maintenant que vous me posez la question, et en y réfléchissant, franchement, je me rends compte que non. En fait, ça me fait du bien sur le moment, je me sens entourée, je me sens soutenue. Mais après coup, bah, je suis toujours en train de ressasser les trucs qui ne vont pas, je vois bien que j'ai toujours les mêmes difficultés, que rien ne change, ça me déprime encore plus. » Alors évidemment, il a fallu plusieurs étapes à Katia, et bien plus que de l'écoute pour aller mieux. Et d'ailleurs, une des premières actions mises en place avec elle, et qui l'a énormément soulagée, aussi surprenant que ça puisse paraître, ça a été d'arrêter de parler de ses difficultés à son entourage. On avait défini certaines exceptions ensemble, où elle pouvait s'autoriser à le faire, le reste, on en parlait ensemble, elle pouvait noter, etc. J'ai déjà donné sur ce blog un autre exemple où exprimer ses émotions contribuait à aggraver le problème. C'est dans un article sur le burn-out et sur la colère. Donc, je vous mets là aussi le lien, vous cliquez, vous aurez toutes les infos dans l'article. Donc, tout ça pour dire que, encore une fois, j'enfonce le clou, l'écoute seule n'est efficace que pour des problématiques simples et peu ancrées. Donc, soit dit en passant, pour les jeunes enfants, l'écoute est très efficace parce qu'ils ont souvent des problématiques peu ancrées et assez simples finalement, même si l'intensité émotionnelle peut être forte, mais ça c'est lié à l'âge et non à la gravité de la problématique. Donc on est très loin de l'idée que les émotions doivent absolument être écoutées, faute de quoi votre enfant serait malheureux sur 15 générations. Non, pardon, j'abuse, je me moque un petit peu. Bon, donc là j'en viens au point principal de cette vidéo, trop écouter. C'est possible et ça peut compliquer certaines situations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter du tout, je le dis, je le redis, mais trop d'écoute peut contribuer à créer une couche d'hypersensibilité construite. En effet,
Quand un enfant voit des adultes autour de lui se mettre en quatre pour l'écouter dès qu'il exprime des émotions négatives ou plutôt désagréables, vous savez, si vous me connaissez, que je préfère le terme désagréable, en fait, l'enfant peut en arriver à la conclusion que l'émotion est un problème à résoudre. Et ce problème lui semblera d'autant plus grave que les adultes autour auront déployé beaucoup d'énergie et d'attention à l'inciter à apprivoiser ses émotions, y porter attention, les décrire, les verbaliser, trouver des moyens de les apaiser, etc., etc. Donc l'enfant se trouve face à j'ai une émotion qui monte, problème grave, aïe, 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 pourvu que ça ne m'arrive pas, pourvu que je trouve les moyens d'apaiser cette émotion, de résoudre ce problème, mise en route de ce qu'on appelle le radar à problème. Pour la notion de radar à problème, je vous renvoie encore à un autre article, c'est un phénomène de survigilance. J'en avais parlé dans un article sur le traumatisme, comment ça marche. Donc là aussi, lien dans la description de la vidéo. Donc, autrement dit, quand je commence à appréhender un petit peu quelque chose, à en avoir un petit peu peur, je deviens plus sensible, plus réactif à cette chose-là. Je vais plus surveiller les signaux. Donc là, je vais plus être tournée vers mes signaux internes. Est-ce que j'ai une émotion qui se présente? Et ça va augmenter artificiellement, entre guillemets, l'intensité du signal. Ça nous paraît plus fort et on va réagir de manière plus forte aussi. Donc, en résumé, un enfant ou un adulte qui croit que son émotion est un problème va devenir plus sensible aux émotions et y réagir plus fortement. Et donc, cette personne se retrouve avec une couche d'hypersensibilité construite par sa réaction aux émotions et par le message que lui a fait passer son entourage au sujet des émotions. Ce qui n'est évidemment pas du tout le but recherché, bien au contraire. Donc là, on est face au serpent de l'écoute qui se mord la queue. Et le problème, vous allez voir que le serpent se mord doublement la queue, c'est que puisque l'enfant va montrer plus de sensibilité, plus de réaction aux émotions, alors l'entourage va faire quoi? Eh bien, il va chercher à, souvent les parents vont chercher à réduire les sollicitations émotionnelles, réduire le nombre de frustrations, par exemple. Ah, est-ce qu'on a bien le doudou? Est-ce qu'on a bien le verre bleu et l'assiette rouge? Sinon, c'est la cata. On prévient, on donne moultes explications sur ce qui va se passer. Sous-entendu, aïe, 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 il faut trouver le moyen de faire en sorte que l'émotion ne soit pas trop intense. On va aussi accorder plus d'attention aux expressions émotionnelles, on va montrer plus d'écoute, on va verbaliser, on va câliner, on va rassurer, etc., etc. On va multiplier les techniques pour aider l'enfant à maîtriser ses émotions, chercher des baromètres des émotions, proposer des nouveaux outils de verbalisation, proposer des nouveaux outils d'écoute, faire des ateliers sur les émotions, etc., etc. Sauf que, du point de vue de l'enfant, tous ces différents comportements ont pour effet de renforcer l'idée que l'émotion est un problème auquel il faut accorder de l'attention et qu'il faut absolument arriver à réduire, canaliser, maîtriser, exprimer. Et donc, tous ces comportements très bien intentionnés peuvent contribuer, dans certains cas, à augmenter la sensibilité émotionnelle de l'enfant. Et donc là, la boucle est bouclée, en fait. Plus on est inquiet de l'hypersensibilité de son enfant, plus on déploie des tentatives autour de ses émotions, plus on augmente son hypersensibilité. Donc, accorder moins d'attention aux émotions peut s'avérer extrêmement utile. Alors, comment on fait pour écouter moins? Je vous donne quelques exemples issus de ma pratique, soit en accompagnement, soit en atelier avec les parents, soit en structure. Alors, la première à laquelle je pense, c'est Noah, un petit garçon de 2 ans et demi, à la crèche, très triste que sa maman le laisse. Il restait un long moment, un peu tout seul dans son coin, à pleurer un peu. Et donc, les professionnels, bah, évidemment, elles aiment bien que les enfants se sentent bien à la crèche, participent, voilà. Et donc, elle trouvait que le temps qu'il lui fallait pour surmonter sa tristesse, c'était un peu trop long. Donc, elle venait vers lui, elle tentait de verbaliser ses émotions, elle lui proposait des activités en espérant que verbaliser allait finir par lui permettre d'apaiser sa tristesse, ce qui ne marchait pas très bien. En tout cas, ça faisait un moment que ça ne marchait pas. Et moi, je leur ai proposé de tester un « tu préfères être triste en restant ici encore un petit moment ou en venant jouer avec nous ?» Et ça a été beaucoup plus efficace que de chercher à lui faire exprimer sa tristesse. Donc, vous voyez qu'ici,
il y a une forme d'écoute. On valide, enfin, on exprime quand même l'émotion, mais simplement pour dire, tu vas continuer à être triste finalement, et ça n'est pas un problème. Tu peux vivre ta vie en étant triste. Moi, je propose ça souvent aussi aux enfants qui pleurent, par exemple, le matin à l'école. Et surtout quand l'instit dit à la fin de la journée, mais en fait, l'enfant pleure un petit moment, puis après, le reste de la journée, ça fonctionne, ça se passe bien. Donc, dans ce cas-là, il faut arrêter d'écouter l'émotion et dire, tu es triste, tu as peur, ok. Tu préfères avoir peur en t'asseyant là ou en t'asseyant là, ou tu préfères être triste en t'asseyant là ou en t'asseyant là. Et très souvent, l'enfant se remet dans l'activité de cette manière-là. Bon, je vous parle d'une autre petite fille que j'avais trouvée, mais adorable. Donc, en fait, c'est Léa, 6 ans. Elle faisait des colères assez explosives. Et donc, depuis longtemps, sa maman tentait de l'aider à verbaliser ses émotions, lui proposait des tas d'outils dans l'idée de l'aider à apaiser cette intensité émotionnelle. Elle se disait, elle doit vraiment être mal pour que ça pète comme ça, en fait. Et Léa, effectivement, elle criait très fort, elle partait en claquant les portes et tout. Et en fait, sa maman lui courait littéralement après, non pas pour la gronder ni rien, mais inquiète parce qu'elle avait peur qu'elle mette le couvercle sur ses émotions, sur ses ressentis. Et elle lui proposait autant d'outils qu'elle pouvait en trouver. Et en fait, moi, j'ai rencontré la maman seule au premier rendez-vous et Léa ensuite. Et Léa était d'accord pour dire que ses réactions étaient excessives, qu'elle avait envie effectivement de beaucoup moins s'énerver, elle ne trouvait pas ça très sympathique. Mais quand je lui ai demandé, mais ce que fait ta maman pour le moment là, ça t'aide ou pas? Elle me dit, ben non, pas vraiment, ça m'énerve encore plus. Ah, donc, eh ben, tu voudrais qu'elle fasse quoi ta maman alors? Et alors, elle m'a répondu du tac au tac, je veux qu'elle me dise que j'ai raison et qu'elle me fiche la paix. Ce qui signifiait dans son langage, non pas dire oui à tout ce qu'elle demandait, mais en gros, valider qu'elle avait de bonnes raisons d'être énervée et ne plus lui parler, la laisser se calmer seule dans sa chambre. Donc, vraiment, ce que Léa attendait, c'était que sa mère lui dise « Ah là là, oui, je comprends, tu es vraiment très fâchée contre moi, tu es vraiment très frustrée de ne pas pouvoir faire ceci, cela. Ok. » Et qu'elle la laisse partir. Et en fait, ça a été d'une efficacité assez redoutable. C'est-à-dire qu'au rendez-vous suivant, effectivement, l'intensité des colères avait beaucoup baissé. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'avais proposé exactement la même chose à la maman au premier rendez-vous, avant de voir sa fille. Mais j'étais allée un petit peu trop vite, ça m'arrive souvent, et je n'avais pas suffisamment convaincu cette maman que cesser d'écouter pouvait être une bonne chose. Et donc, quand elle a entendu sa fille dire ça, ça a été beaucoup plus efficace que ce que moi j'avais pu dire avant. Alors, un autre exemple aussi que j'avais donné dans une vidéo avec mon propre fils, il voulait arrêter le sport alors qu'il a plutôt un bon niveau. Et on l'avait beaucoup écouté et on s'est rendu compte à un moment donné que arrêter de l'écouter pouvait l'aider. Ça lui a permis d'ailleurs de reprendre confiance en lui. Ça n'a pas été suffisant pour dépasser toutes ces difficultés, mais ça l'a déjà remis sur de bons rails. Je pourrais vous parler de Léo et de Zoé, donc Léo 8 ans, Zoé 5 ans, et d'autres encore. Et souvent, pour ces enfants-là, leur dire, écoute, tu vois, tu vas faire des tas de colères, on n'y pourra rien, alors vas-y, fais ta colère tout de suite, comme ça, toi et moi, on sera débarrassés. Idem pour des choses sur les angoisses. J'ai probablement écrit des articles sur le sujet, mais il y en a tellement sur le blog que je ne m'y retrouve plus moi-même. Si je les retrouve, je les mettrai en lien dans l'article. Je me souviens d'ailleurs des parents de Zoé, là, 5 ans, qui étaient revenus après une seule séance et 15 jours de mise en pratique en me disant, en fait, ça a transformé notre fille, c'est incroyable, elle ne fait plus de crise, elle est super adorable, elle est super posée, alors qu'avant, ils en étaient rendus au point où ils appréhendaient de sortir de chez eux, d'aller chez des amis par peur de ces colères dévastatrices. Bon, alors, tous les accompagnements ne vont malheureusement pas aussi vite, mais voilà, je trouve ça super intéressant. Je pourrais donc multiplier les exemples. Vous pouvez en trouver d'autres sur le blog. Là aussi, il y a des liens dans l'article en description de la vidéo. En résumé, l'écoute, c'est un outil qui renforce la relation entre vous et votre enfant. Si globalement, vous êtes à l'écoute de votre enfant, que la plupart du temps, vous prêtez attention à ses émotions, que vous l'accueillez, qui peut vous parler sans que vous cherchiez systématiquement à lui donner des conseils, à lui faire la morale, alors vous faites bien votre job de parent. Dans ce contexte où vous êtes plutôt globalement à l'écoute, ne pas accorder d'attention à certaines des émotions de votre enfant est aussi un apprentissage utile. On ne peut pas, dans la vie, écouter toutes ces émotions tout le temps. Et ça n'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est même une solution.
parfois mettre son émotion de côté et passer à autre chose, ça fonctionne très bien. Être à l'écoute de soi tout le temps, ça fait de la vie un enfer dans ses relations avec soi-même, mais aussi dans ses relations avec les autres. Beaucoup d'émotions passent quand on ne leur accorde pas d'importance. Et si elles passent, et que ça ne revient pas à générer du stress, des ruminations, etc., ce n'est pas qu'on les a niées et qu'elles sont cachées dans un coin et qu'elles vont nous péter à la gueule à un moment donné, c'est peut-être juste qu'elles étaient fugitives. Donc, ne pas écouter permet aussi à l'enfant de réaliser qu'il peut gérer des tas d'émotions par lui-même, que l'émotion n'est pas un problème, que aussi il a un enfant qui est en train d'apprendre et que donc ne pas gérer toutes ses émotions, c'est aussi tout à fait normal. Donc, pour savoir comment on doit arrêter, c'est vrai que ça, c'est une difficulté en tant que parent. Parce que je suis d'accord avec l'idée que globalement, être plutôt à l'écoute est plutôt aidant. Ça, comme je le disais, ça facilite la relation et c'est quand même globalement mieux. Mais voilà 2 indices qui peuvent vous permettre de savoir s'il serait peut-être intéressant que vous arrêtiez d'écouter, ou en tout cas que vous fassiez autre chose que écouter. Si les émotions intenses de votre enfant continuent de se répéter, voire qu'elles s'aggravent, qu'il a l'air d'être de plus en plus sensible, malgré que vous lui ayez proposé beaucoup de techniques, beaucoup d'outils, beaucoup de verbalisation. Si aussi vous vous sentez au bout de vos capacités d'écoute, même si vous y consacrez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que vous avez l'impression que c'est une espèce de puits sans fond, voilà, ça, ce sont des signaux qui font dire probablement il faut que vous passiez à autre chose que l'écoute et l'accueil des émotions. Si j'en profite pour dire que si vous ressentez le besoin d'être accompagné pour mieux comprendre ce que vit son enfant et l'aider à gérer ses émotions plus efficacement, ça peut être utile effectivement de vous faire accompagner parce que c'est pas toujours facile de savoir quoi faire. Donc, vous pouvez vous adresser à des gens près de chez vous si vous n'êtes pas dans ma région. Moi, je reçois en présentiel à Aix-les-Bains ou à Asti, mais aussi en visio. La visio, c'est bien adapté pour les adultes en général. Les enfants, ça dépend de l'âge, donc il faut en discuter avant. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, il y a le lien en description de la vidéo, je vous donne toutes les infos. Il y a pas mal de ressources complémentaires au sujet des émotions, donc je vous propose d'aller voir aussi des articles complémentaires sur le blog, donc là aussi, cliquez sur le lien en description de la vidéo. Je vous recommande 2 livres, donc Le partage social des émotions, dont j'ai déjà parlé, et aussi Émotions et psychothérapie de Philippot. Donc, ces 2 comparses, ces 2 Belges qui font un travail formidable sur les émotions. Et ces 2 bouquins remettent bien en place sur à quoi ça sert l'écoute et comment on surmonte des difficultés émotionnelles. Donc, je vous les conseille absolument. Évidemment, si vous avez aimé ce contenu, si vous aimez d'une manière générale ce que je propose, vous pouvez liker, commenter et partager, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez me poser des questions pour les SESS comme c'est, me faire des propositions de sujets, etc. Par mail ou en commentaire des vidéos. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi faire un don sur Tipeee, une plateforme de pourboire participatif, ou carrément via PayPal, si vous avez un compte PayPal. Je vous mets là aussi les liens en description de la vidéo. Et vous pouvez enfin vous abonner à la newsletter de Est comme c'est pour recevoir chaque semaine des ressources complémentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain article.